Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Stéphanie, effectivement, Olivier et moi, on collabore, on s'est rencontrés par le milieu professionnel, donc on est devenus des amis par la suite, mais c'est vrai que à la base, on travaillait ensemble. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais dans un bureau de traduction et Olivier était un de mes principaux clients. Euh, Après ce bureau de traduction, j'ai travaillé dans le monde des magazines, d'entreprises principalement. Et puis, j'ai lancé Stylis il y a maintenant une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé, ben, tout de suite, stylus, ça vient du latin, la plume, stylus. Et donc, la plume qui donne des ailes, ça, c'était un petit peu le slogan de Stylis. Et l'idée était vraiment de mettre la plume au service des entreprises. Et donc, j'ai commencé par la rédaction pure et la traduction au début, ce que je ne fais plus maintenant, et la rédaction d'articles, de textes pour les sites internet et les mailings et autres courriers publicitaires. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de demandes et surtout énormément de travail à faire parce que c'est vrai que on a tendance à dire je vais vite rédiger un truc et puis je le mets en ligne et puis ce sera bon. Ou bien c'est le gars qui fait le site, qui est plus développeur web, qui s'occupe de mettre deux, trois mots sur des images. Mais dans les deux cas, généralement, c'est un peu problématique au niveau du résultat. Alors, au travers de toutes ces années, j'ai été amené effectivement à rédiger de plus en plus de communiqués de presse parce que c'était quelque chose qui, ben voilà, qui a toujours existé, mais qui a euh, quand même pas mal grandi dans le monde de l'entreprise. Et Olivier est là évidemment pour le confirmer. Et donc, j'ai eu de plus en plus de relations avec Olivier, puisque lui ben, se faisait appel à moi de plus en plus au niveau de la rédaction. Quand je suis rentré chez Gomio, ben voilà, c'était une nouvelle équipe. On lançait Gomio Benelux, donc peu de budget. Et on m'avait dit en interne, écoute, voilà, on doit communiquer ben, les résultats, le guide va sortir, etc. Est-ce que tu sais faire le communiqué de presse? Je dis ben oui. Et puis, à l'époque, je faisais déjà pas mal de réseautage aussi. J'étais membre de la Chambre de commerce du Brabant Wallon parce que j'habitais en Brabant Wallon à l'époque. Et donc, je connaissais pas mal de journalistes, etc. Et bon, j'avais dit à Olivier, je dis, écoute, là, pour l'instant, les budgets ne sont pas à la priorité, donc ben, je vais le faire moi-même. Envoyer un mail finalement avec le communiqué de presse que j'ai rédigé et les résultats. Je pense que ça suffira, surtout qu'il y a une invitation à une conférence de presse et que ça, les journalistes, ils aiment bien, surtout quand on leur dit que c'est le chef de l'année qui cuisine et qu'ils sont invités à manger. Donc, j'ai fait mon petit moi je sais. Et donc, enfin, c'est surtout que je n'avais pas le choix. Et donc, j'ai commencé la première année, en tout cas du Gomio, à gérer moi-même les relations presse, c'est-à-dire que j'envoyais les mails aux journalistes. Ceux que je connaissais personnellement, ben, de temps en temps, je leur envoyais un petit SMS en disant tiens, est-ce que tu as bien reçu? Et puis, ça s'arrêtait là avec des résultats qui, forcément, ben, étaient quand même positifs dans le sens où ben, il n'y a rien à faire. La sortie d'un guide tel que le Gomio, la mise en avant de restaurants, le fait de les inviter à manger, c'est clair que les journalistes aiment bien. Et donc, c'est plus facile de faire parler de ça, mais quand même, on avait des résultats, des retombées presse et surtout des relations avec les journalistes qui restaient très distantes. Deux, on allait peu dans le détail, on avait peu de questions de leur part, et surtout, bah, quand on avait une attaque ou une critique, elle était virulente et généralement peu fondée parce que manque de connaissance du dossier. Donc, bah, par ailleurs, l'année suivante, entre-temps, j'ai revu Olivier pas mal de fois. Et j'en ai discuté avec lui. Et puis finalement, ben, j'ai convaincu mes actionnaires d'investir un petit peu dans les relations presse. Et donc, depuis ce jour-là, avec Olivier, on a développé une vraie machine de guerre, on peut le dire, en termes de relations médias pour Gomio en Belgique. Parce que ce n'est pas évident, ça reste un milieu critique, c'est un milieu qui génère énormément d'attention de la part du grand public. Et donc, et puis on joue quand même avec des réputations de restaurants aussi. Et donc, il y a toujours ce côté un petit peu délicat de, bon, qui sommes-nous pour décider de l'avenir d'un restaurant et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en cela, Olivier nous a aidé d'une part
attirer beaucoup plus de monde lors de nos communications presse, que ce soit les conférences ou la diffusion de communiqués, mais aussi et surtout avoir une interaction avec eux et à identifier en fait quels étaient leurs besoins. C'est comme ça que vous avez vu enfin, pour ceux qui connaissent Gomio, hein, donc c'est comme ça que vous avez peut-être vu dans certains médias avec des cartes interactives, avec voilà la localisation de tous les restaurants, etc. Donc, plutôt que de simplement envoyer un fichier communiqué de presse, eh bien, on a envoyé tout un dossier avec un fichier Excel par province pour la presse, je dirais, plus régionale. On adaptait des types de photos en fonction de ce que les médias allaient couvrir. On a touché, du coup, aussi des magazines professionnels, de la décoration, de l'hôtellerie, chose qu'on ne touchait pas, évidemment, avec nos bêtes communiquées qu'on envoyait simplement chez Belga auparavant. Et donc, tout ça, en interagissant avec Olivier, eh bien, on a construit une réputation Gomio et surtout un relationnel qui nous a permis, même en cas de crise, entre guillemets, lorsqu'il y avait un débat avec un restaurateur qui, par exemple, on a eu pendant plusieurs années un restaurateur qui voulait sortir du guide. Et nous, on partait du principe que le guide, c'est un organe de presse et donc on a la liberté de presse, donc on peut y mentionner ce qu'on veut tant qu'on n'a pas d'attaque personnelle ni de commentaires qui pourraient nuire au restaurateur. Et c'est comme ça qu'on l'a maintenu pendant plusieurs années, mais il fallait tempérer la presse par rapport à ce genre de choses. Et de nouveau, en cela, les bonnes relations avec Olivier nous ont permis de le faire plus facilement. Donc voilà un petit peu un exemple pour débuter cet exposé sur ben, voilà comment et pourquoi c'est important aujourd'hui, je pense, de passer par des professionnels tels qu'Olivier plutôt que simplement dire ben, voilà, moi je fais un petit communiqué et puis je balance à Belga. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Belga, Belga c'est un peu comme l'AFP en France, c'est une des sources chez qui les journalistes voient passer toutes les dépêches. Donc, Belga collecte toute une série d'infos et se veut une plateforme de diffusion de communiqués de presse. Olivier, tu m'interromps si je raconte des bêtises. Et voilà, et donc il y a beaucoup de journalistes qui s'abreuvent là, mais de nouveau, c'est un peu comme si vous envoyez, vous, dans leur boîte mail, sans aller plus loin. Et Olivier va vous expliquer justement ce qu'il fait, lui, pour aller plus loin et comment, en 20 ans, lui aussi, il a construit un relationnel unique avec les journalistes. Merci Philippe. Bah, écoute, c'est vrai que c'est très chouette d'avoir une dépêche Belga parce que c'est généralement en principe la garantie d'avoir des retombées. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas puisque Belga sort des dépêches, ils placent ça sur leur réseau, les médias reçoivent ces dépêches, mais il n'y a aucune obligation pour eux de reprendre ces dépêches. Et donc, souvent, ça ne suffit pas de simplement avoir une dépêche Belga. Et donc, il y a un travail de relation presse à faire autour qui est important. Le cas que Philippe a expliqué, Gomio, c'est vrai que c'est une vraie success story pour nous dans l'histoire de l'agence, parce que Philippe l'expliquait, quand il le faisait, il avait quelques articles. Quand on a commencé à s'en occuper, je pense qu'à l'année, Philippe me le confirmera, on avait 300 à 400 articles par an à chaque sortie de Gomio. Moi, le moment préféré de ma journée, c'est quand les responsables de Gomio me disaient que le site venait d'imploser et qu'il n'y avait plus moyen de se connecter parce que le nombre de connexions était trop important, puisque la visibilité générée par la conférence de presse de lancement et l'annonce du lancement faisait que beaucoup de gens se connectaient pour voir les résultats, pour avoir les infos en temps réel, et ça faisait sauter le site, ce qui est toujours assez chouette. Maintenant, toutes les missions de relations presse ne sont pas forcément aussi simples, entre guillemets, que celles de Gomio. Avec Gomio, on avait Philippe l'a dit, comme recette du succès, le fait et on le fait pour tous les clients, mais là c'était simple parce qu'il y en avait beaucoup, de tourner à 360 degrés autour de l'info que le client souhaite mettre finalement dans le marché et de voir un petit peu tous les angles possibles. Avec Gomio, on s'est rendu compte qu'il y avait des restaurants partout en Belgique, qu'on pouvait très bien faire des relations presse avec la presse nationale, parce qu'effectivement, tous les grands quotidiens, les grandes chaînes de télé, de radio, allaient annoncer la sortie du guide, allaient reprendre l'info sur le chef de l'année, parce que c'était voilà, le titre ultime qui est permis par Gomio. Mais par contre,
TV Lux en province de Luxembourg, ou TV-Com en Brabant Wallon, ou ATV à Anvers, avaient aussi un intérêt sur la sortie du guide parce que certains de leurs chefs étaient mis en avant, étaient récompensés dans l'une ou l'autre catégorie de titres de WART que remet Gomio. Et donc, on a vraiment essayé de travailler en amont pour préparer en fait, cette sortie de guide en découpant la Belgique en provinces, les provinces en régions, en faisant des fichiers vraiment très, très précis et en allant chercher des portraits de tous ces chefs et de vraiment servir sur un plateau l'information à ces journalistes, en sachant par exemple que Stéphanie, dans le Brabant Wallon, elle allait recevoir les résultats des chefs du Brabant Wallon et pouvoir faire un petit papier sur voilà, les chefs qui performent dans la province. C'est surtout ça qui l'intéressait, elle. Et donc, on lui a passé ce message. On peut le faire avec plein de sociétés. Gomio, je le disais, c'est facile, mais on travaille pour des sociétés très différentes. On a un portefeuille de clients qui est assez éclectique. Certaines missions sont plus simples que d'autres, mais le but est toujours, au final, le même. Les relations presse, c'est un des plus vieux métiers de la communication. Depuis la création des journaux et des médias en 1830, c'est un métier qui existe. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, il a vraiment muté ces dernières années. Et j'expliquerai après pourquoi. Mais c'est un outil de communication qui est hyper impactant, en fait. Hyper impactant et finalement assez peu coûteux. Et donc aujourd'hui, on parlait dans la présentation, Stéphanie parlait de temps de crise sanitaire et de pandémie qui ont mis à mal pas mal de sociétés. Faire des relations presse, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher qu'une campagne de pub, qu'un grand événement, parce qu'on est sur des budgets qui n'ont absolument rien à voir. Si vous avez déjà eu des contacts avec des médias par le passé ou si vous avez été approché par des médias pour y placer des pubs de votre société, vous savez que ça coûte vite très très cher d'acheter de l'espace, que ce soit en presse audiovisuelle, que ce soit en presse écrite, peu importe, c'est généralement des coûts qui sont assez importants. Une campagne de relations presse n'est vraiment pas très onéreuse par rapport à cela. Le but est vraiment de créer de la notoriété, de travailler la notoriété, de travailler l'image de la société. Et elle a ça de particulier que, effectivement, avec la pub, vous avez une vraie certitude. Quand vous achetez une page de pub dans un média, vous savez que le jour où vous avez signé la pub, vous savez le format qu'elle va avoir, là où elle va apparaître, le timing exact de parution. Les relations presse sont beaucoup plus aléatoires, par contre, elles ont un caractère beaucoup plus authentique et beaucoup plus crédible. C'est-à-dire qu'un bon article de presse va vous apporter probablement beaucoup plus de crédibilité auprès de votre cible que simplement une pub que vous avez vous-même poussée ou qu'un public rédactionnel que vous avez tout simplement poussé vous-même dans un média. C'est toute la difficulté aussi de notre métier, ce côté aléatoire, c'est-à-dire que quand on prend un briefing auprès d'un client, on doit toujours lui expliquer les limites qui sont liées à notre métier. Et ces limites, ce sont des paramètres souvent qui nous sont à nous un peu extérieurs, puisque les rédactions ont des lignes rouges éditoriales qui font que voilà, elles traitent les sujets ou les types de sujets d'une façon ou d'une autre. On peut avoir des aléas de timing qui font que le timing peut être excellent pour annoncer quelque chose ou absolument pas du tout bon parce que il se passe quelque chose de plus important, en tout cas que la news qu'on a à communiquer. Et ça m'est arrivé, ça fait 25 ans que je fais ce métier maintenant, ça m'est arrivé des tas de fois. Je me souviens le 11 septembre où les avions sont crashés à New York. Je devais essayer de faire parler d'un client qui était au tribunal le lendemain, mais c'était impossible parce que tous les médias étaient complètement focalisés sur cette news qui a monopolisé complètement les médias. Philippe se rappellera, c'est une anecdote de Gomio. Un jour, Gomio a décidé de lancer un guide pour les diabétiques, enfin un guide en tout cas qui était vraiment avec un aspect santé important. On a lancé ce guide dans les locaux de la RTL House, donc chez RTL.
On avait évidemment une équipe du JT d'RTL TVI qui était prévue pour venir parler du lancement de ce guide spécial. Et les journalistes n'avaient que 2 étages à descendre. Ils étaient dans l'ascenseur et à un moment, leur rédac chef les a mais vraiment de façon très claire tirés de l'ascenseur parce que Juan Carlos, ce jour-là, avait abdiqué en Espagne et il fallait d'urgence faire les gros titres du JT sur l'abdication de Juan Carlos, retrouver des images d'archives, faire des sujets là-dessus. Et donc, évidemment, on avait beau être dans leur bâtiment, ben, ils n'ont même pas descendu 2 étages pour venir. C'était même impossible à récupérer derrière. C'est-à-dire que l'actu des jours qui suivaient a fait que c'était impossible même d'imaginer faire ce sujet de JT, alors que bah, il était du tout cuit pour nous. Donc, il y a vraiment un côté obligation de moyens et difficulté de garantir des résultats quand on fait des relations presse, parce que finalement, on est à la base des fournisseurs d'informations, on essaie de fournir ces infos et Philippe expliquera quelques trucs et astuces pour que ces infos soient présentées de la meilleure façon. On essaie de le faire au meilleur moment, on essaie de le faire aux bonnes personnes, mais il y a toujours des éléments extérieurs, contrairement aux campagnes de pub, qui font que les résultats peuvent être tout à fait aléatoires. Par contre, quand on a une vraie success story en matière de relations presse et qu'on a de super articles derrière, la valeur qu'a ces articles et ce que ces articles peuvent générer pour les sociétés, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui peut largement dépasser certaines campagnes de pub qui sont très, très onéreuses pour les sociétés. Il faut savoir que, je le disais tout à l'heure, le métier que je fais aujourd'hui, il existe depuis très longtemps, mais il a vraiment beaucoup changé ces dernières années. Quand j'ai commencé ma carrière, on organisait beaucoup de conférences de presse, on gérait des petits fichiers, entre guillemets, de journalistes. Je me rappelle, les journalistes restaient très longtemps dans les médias, il y avait une certaine pérennité comme ça du travail de journaliste qui était un petit peu indéboulonnable. Aujourd'hui, on est sur des relations presse 2.0. Le web a fait son apparition et ça a en fait tout changé. Ça a tout changé parce que, d'une part, aujourd'hui, le journaliste, il doit écrire ultra rapidement ses articles. Il a presque plus de recul, il n'a plus le temps d'analyser, il a de moins en moins le temps de prendre du recul par rapport à l'info. Il est soumis à la pression de la rapidité parce qu'aujourd'hui, finalement, les news vont très très vite et grâce à Internet, grâce aux sites web des médias qui se sont tous développés ces derniers temps, ben, l'info, elle est là. Ben, vous le voyez aujourd'hui avec l'écho d'écho, les infos, elles sont déjà là même avant la conférence de presse et au fur et à mesure des décisions qui sont données lors d'une conférence de presse du Codeco, les médias les commentent et c'est parti. L'info est partie. Donc, les journalistes travaillent différemment. Ils ont besoin aujourd'hui de recevoir donc les infos de la bonne façon, des infos complètes, parce qu'ils n'ont plus le temps de s'amuser à la compléter, etc., ou rarement le temps en tout cas de le faire. Bon, je parle surtout là des médias chauds, donc les quotidiens, la radio, la télé. Il y a encore des médias, on traîne cette tendance, ils ont une semaine pour travailler les sujets, puisqu'ils sortent de façon hebdomadaire, ou un mensuel va avoir une approche un peu différente. Et en tout cas, en matière d'info, le travail du journaliste a beaucoup évolué. Et en plus, ces journalistes aujourd'hui, ils sont finalement, avec la crise aussi, de moins en moins nombreux dans les médias. Et ça a beaucoup compliqué finalement le travail des médias et le travail de ces journalistes. On leur demande de faire beaucoup de choses et de couvrir pas mal de choses. Et à côté de ça, le web a apporté aujourd'hui d'autres types de journalistes. Ce ne sont pas des professionnels comme les journalistes, ce sont les influenceurs dont parlait Stéphanie tout à l'heure et sur lesquels on va avoir une présentation spécifique justement sur le marketing d'influence jeudi avec une collègue à qui on sous-traite régulièrement nos actions d'influence importantes. Les influenceurs, les blogueurs, il faut savoir que les journalistes ont de plus en plus aussi leur propre blog, souvent parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité d'écrire sur tous les sujets dans les médias pour lesquels ils travaillent. Et donc,
journalistes, que ce soit dans le secteur de la finance, que ce soit dans le secteur du foot, que ce soit dans le secteur du tourisme, ont développé aussi leur propre blog et peuvent écrire leur contenu à eux sur ces propres blogs. Les personnalités aujourd'hui sont devenues des vecteurs de communication aussi qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, mon rôle d'attaché de presse, il est très différent d'il y a 10 ans parce qu'aujourd'hui, mon fichier il a beaucoup grandi parce qu'on doit avoir des approches qui sont très différentes finalement entre les influenceurs, entre les blogueurs, avec les journalistes. La Belgique est un pays en plus très compliqué. Il faut bien garder en tête, on a beaucoup de clients qui viennent de l'étranger et je dois toujours faire un gros travail d'éducation avec mes clients pour leur expliquer que la Belgique, c'est un pays, la Suisse est un petit peu pareil, mais c'est un pays très compliqué parce que les deux communautés linguistiques, et donc les deux types de médias qu'on connaît en Flandre et en Wallonie, ne fonctionnent pas vraiment de la même façon, ils ne traitent pas les infos de la même façon, et que les actions de communication qu'on peut faire ici en Belgique ne sont pas toujours les mêmes. Je vous donne un exemple concret. Je fais pour beaucoup de clients français, je travaille par exemple pour des offices de tourisme ou pour des destinations. Pour ces clients-là, on fait des tournées de rédaction où on emmène littéralement ces clients dans des rédactions pour faire des interviews, pour avoir des rencontres, que ce soit en presse audiovisuelle ou en presse écrite. Ces tournées, c'est un super retour sur l'investissement parce que ça veut dire qu'en généralement, on aime bien les faire sur 2 jours. En 2 jours, on peut avoir, mon record, c'est 21 interviews en 2 jours, ce qui veut dire 21 retombées. On commence très tôt le matin dans une matinale en radio, on termine le soir dans une émission de fin de journée. Le retour sur investissement, il est énorme. En Flandre, c'est strictement impossible de faire ce type de tournée de rédaction parce que les médias néerlandophones sont beaucoup moins ouverts à ouvrir simplement la porte de la rédaction à un invité. Si vous écoutez une radio néerlandophone, même si vous l'écoutez simplement quand vous allez à la côte belge, à un moment quand vous perdez les radios francophones, vous verrez qu'il y a beaucoup moins d'invités qui viennent dans les émissions que ce que vous écoutez si vous entendez Vivacité ou Belle RTL ou ce genre de radio généraliste qui reçoivent pas mal d'invités, où il y a beaucoup de chroniqueurs qui viennent dans les émissions, etc. Ce n'est pas trop le cas en Flandre. Et donc, c'est vrai que c'est un pays qui est très compliqué et où les actions qu'on peut faire ne sont pas forcément duplicables entre la Wallonie et la Flandre. Alors, quand on parle d'actions de relations presse, bien évidemment, Philippe a parlé d'envoi de communiqués de presse, d'envoi de dossiers de presse pour donner de l'info aux médias. Mais on peut faire plein d'autres choses. Dans une mission classique, on va regarder aussi si on ne peut pas, à un moment, placer le client sur une tribune, si on ne peut pas faire publier une pièce d'opinion sur un sujet. Dans pas mal de médias, vous voyez des articles qui sont signés d'un expert, de la plume d'un expert. Il y a des opportunités comme celle-là qui permettent de faire parler de vos sociétés. On essaye de médiatraîner aussi les porte-paroles des sociétés parce que souvent, on a affaire dans des PME, par exemple, puisque je pense qu'ici, on a beaucoup de PME autour de nous, des CEO qui ne sont pas forcément des directeurs de la communication, donc pas forcément aguerris non plus tout à fait à la communication et au contact avec les médias. Or, avoir un micro d'une radio ou avoir un micro plus une caméra d'une télévision, ça peut mettre à mal certaines personnes. Donc, on essaie de les former pour leur apprendre à bien communiquer et avoir un porte-parole, c'est déjà quelque chose d'important. Or, plein de sociétés communiquent, mais n'ont pas vraiment de porte-parole derrière pour pouvoir répondre à des interviews correctement, pour pouvoir faire passer les messages, où on se rend compte que le porte-parole n'est pas suffisamment bien briefé sur les messages à faire passer, etc. Et c'est une vraie problématique, hein, même dans des grosses sociétés. On vient de signer un contrat avec une grosse société dans le secteur de la construction. Je pense que le choix du porte-parole, c'est une décision qui a mis 2 semaines chez eux en interne. Et on parle d'un leader sur son secteur que tout le monde connaît dans le secteur de la construction. Et pourtant, ce n'était pas aussi évident de trouver la bonne personne qui aura le temps, qui aura la capacité de le faire et souvent le faire dans les 2 langues, en français et en néerlandais. Et donc, le métier a vraiment beaucoup évolué. Internet a pris un rôle prédominant dans notre métier et on essaye vraiment d'être très présent
aujourd'hui avec les clients sur les réseaux, sur le web en fait. Ça aide au référencement de la société aussi. C'est important de le signaler quand vous avez des articles qui sont partagés sur les sites web des médias. Ça va aider le référencement naturel de votre société. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup les blogueurs aussi. Avec Philippe, on a travaillé beaucoup dans le secteur du food. Ces blogueurs qui testent des restaurants, qui mettent des articles, qui partagent des photos, etc. Ça aide beaucoup parce que quand une campagne de RP est réussie, il suffit de taper le nom du resto après et puis on va avoir des dizaines d'articles. Et enfin, vous êtes peut-être comme moi, mais moi, quand je vais à l'étranger, je me rends compte que quand je cherche des bonnes adresses pour aller manger un bout au restaurant, pour trouver la terrasse ou le café où il faut aller, je me rends compte que je lis beaucoup d'articles de blogs, je lis beaucoup d'articles sur le web et ça m'aide beaucoup à faire des choix. Moi, je fais des relations presse, donc ici, à la maison, il y a plein de magazines, il y a plein de journaux partout, c'est un peu notre métier, donc on aime lire les médias. On ne peut pas tout lire tout le temps, mais on met son nez en tout cas dans plein de médias. Moi, mon épouse, elle ne touche pas un média et elle vit sa vie, entre guillemets, médiatique sur Instagram, sur le web. Et aujourd'hui, je vois tout ce qu'elle achète, elle le trouve sur des comptes d'influenceuses qu'elle suit, dans des tutos d'influenceurs, sur des blogs de mamans où elle va trouver des comparatifs et des conseils de maman sur des choses pour les enfants, etc. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, elle consomme uniquement des produits finalement qu'elle trouve non pas dans les médias classiques, non pas en écoutant la radio ou en regardant la télévision, mais sur Instagram, sur Facebook ou sur les plateformes qu'elle suit. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier, il a beaucoup changé parce qu'on est obligé d'accompagner nos clients sur ce monde parallèle à celui des médias traditionnels, à celui de la presse classique, des journalistes comme depuis 1830, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, dès qu'on communique, on travaille avec le community manager de la société pour être en phase sur la communication sur les réseaux sociaux. Souvent, maintenant, les sociétés nous demandent de prendre en charge les comptes LinkedIn, Facebook, Instagram ou autres des sociétés pour justement apporter de la cohérence, pour pouvoir relayer du contenu. Et c'est là que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut raconter de belles histoires, il faut faire du storytelling, il faut un contenu fort. Et c'est pour ça que chez nous, on est une petite équipe et on travaille avec des experts dans chacun des secteurs. Philippe est vraiment notre expert dédié dans tous les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, du food. Mais quand on doit rédiger pour parce qu'on travaille, c'est vrai que je n'ai pas parlé un peu de ce qu'on fait, mais nous, on travaille pour des banques, des asset managers, des sociétés immobilières, on travaille pour des sociétés cotées en bourse. On accompagne beaucoup de sociétés qui entrent en bourse, qui se lancent dans des levées de fonds. On travaille pour des associations professionnelles. Donc ça, c'est vraiment la partie plus économique. On travaille avec des avocats qui nous demandent de l'aide sur des dossiers en termes de médiatisation. Et puis, on a un côté beaucoup plus lifestyle où on travaille la presse un peu plus tourisme, food, on va parler un peu plus de lifestyle et de sujets un petit peu plus légers. Si j'ai besoin d'un copywriter pour travailler sur un rapport annuel d'une société cotée en bourse, je vais peut-être travailler avec un ancien journaliste de l'Écho ou de Trends qui a une plume qui est adaptée. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette bonne plume, que ce soit Philippe ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce que le contenu, il va être super important. Et que pour avoir une chance que le sujet passe dans les médias, il faut déjà qu'il soit bien présenté et bien rédigé. Philippe va peut-être pouvoir embrayer avec quelques infos là-dessus. Oui. Alors, une fois qu'on a décidé de travailler avec Olivier, on dit OK, on va faire une campagne de presse.
avant de se lancer dans la rédaction du communiqué de presse et surtout sa diffusion, il ne faut pas oublier une chose qui est quand même essentielle, c'est que ça reste une action de communication qui s'inscrit dans l'ensemble de votre communication. Si le reste n'est pas prêt à suivre, si demain vous avez, Olivier parlait tout à l'heure du site Gomio qui se retrouve du jour au lendemain off tellement il y a du monde dessus en 24 heures, c'est qu'effectivement, ça n'avait pas été prêt au niveau technique auparavant. Donc, en fait, avant de, de lancer tout cela, la première chose à faire, c'est de dire, bon, OK, quel est mon plan de communication global? Quelle est la raison pour laquelle je veux communiquer aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est une actualité particulière ou bien c'est juste un communiqué de fond pour dire, voilà, on veut faire parler un petit peu de notre marque ou de notre entreprise? Et puis, sur cette base-là, bien définir un petit peu quelles vont être les actions qui vont se passer derrière le communiqué. Parce que si, de nouveau, le communiqué, évidemment, dans lequel sont joints toute une série d'infos, tombe ou évoque le nom d'une entreprise sans mettre son site Internet, et que les gens cherchent, si vous êtes totalement absent des moteurs de recherche de Google et que dans le communiqué, vous allez le citer, mais le problème c'est que comme disait Olivier, c'est pas parce que dans le communiqué il y a quelque chose que vous allez le retrouver dans l'article. Donc l'article, il va parler par exemple, voilà, je prends un exemple ici, Agility Consulting. Si Agility Consulting, le nom de domaine ne se retrouve pas facilement sur Google, ça va être compliqué d'avoir des retombées concrètes de la campagne de presse. Donc ça, il faut en amont bien se dire, tiens, voilà, si Olivier vous demande, tiens, est-ce qu'on traduit le communiqué en néerlandais? Oui, très bien, mais si de nouveau le communiqué est diffusé en Flandre et que tous les Flamands tombent sur un site qui est unilingue et où clairement on ne parle que français et il n'y a pas d'autre opportunité, ben, ça ne sert à rien quelque part d'avoir communiqué avec nos amis néerlandophones. Donc il faut bien penser en amont d'abord, préparer justement ces retombées. Et la principale, il n'y a rien à faire. C'est quand on entend parler de quelqu'un ou d'une entreprise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tape son nom dans Google. Donc, vérifier cela en amont. Et la deuxième chose, c'est effectivement dire qui est-ce qu'on veut toucher, quelle cible, quel type de presse aussi. Donc ça, vous allez le définir avec Olivier, évidemment. Est-ce qu'on veut juste la presse généraliste ou est-ce qu'on veut aussi la presse spécialisée? Il y a, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y a évidemment des presses spécialisées, qu'elles soient online ou papier. Donc, une fois que vous avez défini ça, effectivement, il y a ce fameux communiqué de presse à rédiger. Alors, comment est-ce qu'on rédige un communiqué de presse? Ben là aussi, un peu comme Olivier, je vais faire le vieux, mais ça a bien évolué en 20 ans. Et c'est vrai qu'autrefois, on avait tendance à mettre un maximum de choses, à détailler, à structurer de manière différente. Et aujourd'hui, ben, comme l'a dit Olivier, il y a de moins en moins de journalistes. On leur donne de moins en moins de budget aussi pour rédiger des communiqués de presse, pour rédiger des articles, pardon. Et donc, il faut tenir compte de cette réalité pour adapter la manière dont vous rédigez votre communiqué. Un communiqué de presse, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas un flyer, et donc ce n'est pas là-dedans que vous allez dire que vous êtes le meilleur, que votre produit ou votre service est unique au monde, et qu'effectivement, il y a ça, ça et ça et ça qui est vraiment top. Le communiqué doit contenir un message qui est en fait celui qu'un journaliste écrirait après une interview avec vous. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-mâcher le travail du journaliste et que le communiqué de presse va être écrit comme si vous écriviez un article. Donc, dans le communiqué, vous ne dites pas nous ou je, ou voilà, mais c'est voilà, l'entreprise Legal PME a été créée par Anne Moin en telle année suite à un constat sur le marché de manque de ceci, de cela. Voilà un exemple. Ce n'est pas bonjour de Legal PME, la référence en Belgique en conseil et assistance juridique aux entreprises. Si vous commencez comme ça, il y a forte chance que le communiqué ne passe même pas le seuil de l'ouverture du mail. Donc, il faut aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier d'une chose, c'est que on a le journaliste à sensibiliser et on a son rédac chef à sensibiliser, puisque généralement, les deux vont de pair et il y a un filtre double au travers duquel votre communiqué doit passer avant de terminer comme article dans une dépêche avec un peu de chance sur le web et ou dans un article de fond
avec beaucoup plus de chances sur la presse papier ou en ligne par la suite. Donc, généralement, on essaie d'éviter les articles et donc les communiqués à rallonge. Pourquoi? Parce que rien à faire, ça prend du temps de lire et donc c'est souvent généralement rébarbatif avec des redites et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La structure d'un communiqué de presse, c'est un chapeau. Donc, le chapeau, c'est ce petit paragraphe de 4-5 lignes maximum en haut de la page dans laquelle vous allez résumer l'ensemble des informations que vous allez diffuser dans votre communiqué de presse. Et puis, il y a le communiqué en lui-même qui annonce, ben voilà, cette semaine, avec Olivier, on a travaillé sur une entreprise qui a lancé un système de désinfection d'air pour permettre au commerce, à l'ORECA et aux entreprises de retravailler avec une élimination de tout ce qui est virus et allergènes dans l'air. Eh bien voilà, il ne faut pas commencer, parce que c'était évidemment la volonté du directeur marketing chez eux, de dire, mais tiens, voilà, on va parler des études cliniques, on va parler de ceci, on va parler de cela. On arrive avec 3 pages de contenu, ça n'a pas l'ombre d'une chance de passer et d'intéresser qui que ce soit. Il y a un moment donné où on doit faire des choix, et de nouveau, le choix, c'est de dire on va toucher le plus grand nombre en disant, ben voilà, que l'on soit commerçant, restaurateur ou chef d'entreprise, on a été confronté à la crise, on a aujourd'hui un peu plus de sécurité avec le vaccin, mais si on veut demain avoir la certitude qu'on peut travailler de manière sereine pendant de longs mois, même s'il y a un Covid-23 ou 24 qui arrive, eh bien, se prémunir avec ce genre d'outils, c'est utile. Et voilà 2-3 hôpitaux ou exemples de lieux où cela a été fait et une citation d'un gars qui est très content, évidemment, qui donne un témoignage. Ça, c'est toujours intéressant aussi, c'est une citation comme si ben voilà, la personne avait été interviewée. Alors, ça peut être le directeur de l'entreprise, ça peut être son responsable communication ou le responsable produit qui va valider ou donner un côté un petit peu scientifique lorsqu'on en a besoin, comme c'est le cas par exemple ici, au produit qui est, entre guillemets, vendu dans le communiqué de presse. Et de nouveau, ici, on ne parle pas de vente. L'idée, c'est vraiment de le mettre en avant en disant, voilà, je suis journaliste, je vous ai trouvé un super truc, et donc je vous en parle dans mon article. C'est un peu dans cette peau-là qu'il faut se glisser pour rédiger un communiqué de presse. Et ensuite, ben, une fois que vous avez fait votre communiqué, n'oubliez évidemment pas d'y intégrer le nom de l'entreprise et du site Internet, les coordonnées complètes, la personne de contact pour un interview éventuel. Et alors, prévoyez déjà du matériel visuel parce que, ben voilà, il est toujours mieux d'avoir une photo fournie par vous qu'une photo qui vont les trouver dans vos archives, que ce soit sur votre profil LinkedIn ou dans un vieil article qui est paru lorsque vous avez lancé votre société il y a 15 ans. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles à avoir, un, à l'esprit et deux, prêtes lorsque on s'adresse à la presse et qu'on veut envoyer du contenu aux journalistes. Alors, une chose qu'Olivier n'a pas évoquée, c'est un service que lui propose aussi et qui est assez intéressant. C'est qu'une fois qu'il y a la diffusion du communiqué de presse, ben, comme je le disais, moi je l'avais fait au début en disant je balance le communiqué et puis voilà. Ben, Olivier, quand ils font des relations presse, ils ne se contentent pas d'envoyer le mail, c'est-à-dire qu'ils, généralement, derrière, ils vont appeler les journalistes quelques jours après en disant tiens, tu n'as pas réagi, tu n'as pas posté, est-ce que tu as besoin d'informations complémentaires, etc. Et alors aussi, ça c'est une option, hein, Olivier, le suivi, c'est-à-dire que vous avez un relevé automatique. Donc, il y a des sociétés spécialisées qui font ça, avec qui Olivier travaille. Et donc, tout article de presse ou site Internet qui évoque votre marque, eh bien, vous allez avoir une capture d'écran et en tout cas une copie de l'article qui va vous être transmise afin d'avoir ce suivi-là et de pouvoir vous-même le partager sur vos réseaux en disant, regardez, la presse parle de nous. Et ça, la presse parle de nous, mais généralement, les gens aiment bien aussi quand ils ne connaissent pas une entreprise en disant, bah, tiens, voilà, il y a déjà des journalistes qui sont intéressés à eux, chouette. Ça veut dire que ce n'est pas des rigolos où ils ont un minimum de crédibilité. C'est juste, Olivier. Oui, oui. Et il y a aujourd'hui, les relations presse changent dans le sens où de plus en plus, la grande tendance aujourd'hui dans notre secteur, c'est de travailler la vidéo et le podcast. Donc depuis, allez, on va dire depuis quelques mois maintenant, on a vu vraiment l'émergence de la vidéo et du podcast apparaître dans nos relations presse. C'est-à-dire que nos clients sont devenus pour nous des grands fournisseurs. On travaille par exemple pour
des banques et des asset managers qui régulièrement nous donnent, puisque leurs experts ne peuvent plus se déplacer ou ne peuvent plus organiser des conférences physiques, où on se retrouve avec des formats de vidéos que les médias aiment bien. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a diffusé un communiqué pour annoncer les 125 ans de Rombout, la célèbre marque de café, et le lancement d'un nouveau filtre écologique compostable et biodégradable. Et on a accompagné dans le texte du communiqué de presse, il y avait un lien vers une vidéo qui a été tournée dans l'usine de Rombout à Arcelard, avec une interview de Xavier Rombout, le CEO de la société, qui explique un petit peu les 125 ans d'histoire de façon illustrée avec des images, et qui vient présenter en fin de parcours cette innovation, puisque c'est la première société à lancer ces filtres à café compostables. Et donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'intérêt que peuvent avoir les journalistes pour ce type de contenu. On a aujourd'hui, en presse financière, on a des clients qui demandent à leurs chefs économistes ou à leurs experts ou à leurs gérants de faire rapidement des petits podcasts en réaction à des décisions de la Banque centrale européenne, à des décisions par rapport à un moment, le cours du Bitcoin explose et dépasse la barre record des 60 000 $. Hop, un petit commentaire, à quoi c'est dû, quelle est l'action qui a engendré cette hausse, etc. Et ces petits podcasts, on peut très vite les diffuser aux journalistes pour être très réactifs, puisque je disais qu'aujourd'hui, la rapidité de la circulation de l'info, c'est une des clés de la réussite aussi d'une bonne action de communication. Ce sont des outils qui se développent. Et alors, pour compléter ce que Philippe disait, aujourd'hui, diffuser un communiqué de presse en tant que tel, effectivement, ça ne suffit pas. Si un jour vous avez la chance de vous retrouver dans une rédaction et de pouvoir vous mettre derrière le PC d'un rédacteur en chef ou d'un news manager, c'est hallucinant les centaines de communications qu'ils reçoivent. Il n'y a aucun être humain qui est capable d'ouvrir, de lire tout ce qu'ils reçoivent. Et donc, déjà, nous, on utilise un outil, il y en a plein sur le marché, on a fait une petite étude de marché, ça s'appelle Preezly. Ce qui est facile avec Preezly, c'est que d'abord, c'est très facile pour nous d'y mettre n'importe quel type de communiqué de presse, d'y intégrer des images, des vidéos, etc. Mais derrière, il y a un outil, un peu comme quand vous faites des newsletters, qui vous permet d'avoir des taux d'ouverture, de savoir quel journaliste a ouvert, pour pouvoir adapter les relances qu'on va faire derrière en se disant, tiens, tel journaliste est normalement intéressé, mais je vois qu'il n'a pas pris le temps, il ne l'a peut-être pas vu, parce qu'il a ces centaines de mails qui tombent continuellement dans sa boîte. Et donc, c'est un outil qui nous permet de faire nos relances intelligemment. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, et ça, c'est vraiment après 25 ans la grande leçon que je tire de mon métier, que s'il n'y a pas un travail de contact derrière, juste envoyer un communiqué de presse, à part si c'est une news inévitable, on va dire la sortie du Gomio ou la sortie du guide Michelin qui va faire que le lendemain, toute la presse va en parler, il y a un travail de contact qui est important. Le fichier de presse, c'est très important. Cibler les bons journalistes pour les bons messages, ne pas systématiquement balancer au plus grand nombre des messages qui ne les concernent pas, mais vraiment aller vers les bonnes personnes avec les bons messages. Et surtout, faire en sorte, et ça c'est notre métier, et c'est ce que, alors pour certains médias, ça va être, vous allez pouvoir faire ce travail avec le temps quand vous avez de l'expérience dans une société. Nous, c'est notre métier au jour le jour, c'est les contacts qu'on a avec les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, au rédac-chef de tel quotidien ou à l'éditeur de tel journal télévisé, je vais lui envoyer un WhatsApp ou je vais lui envoyer un message par Messenger ou je vais lui envoyer un SMS ou je vais lui passer un coup de fil pour attirer son attention. Et c'est marrant parce que souvent, maintenant, il n'y a pas ce côté intrusif de dire mais c'est un WhatsApp. J'ai encore vendredi une présentatrice d'une émission de la RTBF qui m'a dit mais s'il te plaît, je n'ai pas vu tes derniers mails, envoie-moi un WhatsApp quand tu m'envoies un mail. Je lui envoie un mail et puis je lui dis je t'ai envoyé un mail. Donc moi, je suis sûr d'attirer son attention. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, dans ma carrière, d'avoir des clients qui m'ont donné la chance de nouer des relations fortes avec
des journalistes et des rédacteurs en chef, ou des journalistes qui sont devenus des rédacteurs en chef et qui ont pris avec le temps, qui ont comme moi vieilli et qui ont pris du grade, entre guillemets, dans leurs médias. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans pour Parc Astérix, qui est un grand parc d'attractions en France, qui est le grand concurrent de Disneyland Paris. Et j'avais la chance chaque année de pouvoir inviter, je ne sais plus, j'avais 60 ou 70 journalistes qui venaient passer un week-end à tester les nouveautés du parc, les nouveaux spectacles, les nouvelles attractions. On les invitait en famille avec leur époux, leur épouse, leurs enfants que j'ai vu grandir avec le temps. J'ai travaillé pendant 15 ans pour eux. Et c'est clair que quand on rencontre les journalistes dans un contexte comme celui-là, qu'on a le temps de prendre un verre avec eux le soir, qu'on commence à connaître un petit peu leur vie privée, on noue des contacts qui sont un peu différents des contacts professionnels qu'on peut avoir. Je travaille depuis maintenant 12 ans pour le numéro 1 des clubs de vacances en France, qui s'appelle Bellambra. Pendant des années, j'ai passé des semaines dans leur club avec des journalistes en voyage de presse, à découvrir des destinations, à tester des activités. Il est clair que quand on fait un tour de Corse pendant 4 ou 5 jours avec 8 ou 10 journalistes, quand on revient, on a passé une super soirée en dégustant des spécialités locales, on a pris l'apéro tous les jours ensemble, on s'est farci le train, le bateau, le bus, etc. Un dur métier. Voilà, c'est plus pareil. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que, que notre métier est un vrai métier de contact et que la plus-value que peut avoir une agence, parce qu'au final, vous pouvez faire des relations presse vous-même, la plus-value que peut avoir une agence, c'est justement ces contacts privilégiés que nous nous efforçons de nouer au quotidien avec les journalistes. Je dirais presque qu'aujourd'hui, tous mes meilleurs amis, ce sont des gens qui viennent des médias, ce sont des animateurs radio, des animateurs télé, des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. Et au final, c'est devenu notre vie d'être en contact avec ces gens. Mais je remarque aujourd'hui que si derrière un communiqué de presse, même quand il est très intéressant, je ne pousse pas derrière d'une façon ou d'une autre, de façon ciblée avec les gens, les résultats ne sont pas les mêmes. Et qu'en gros, chaque article, on va le chercher au forceps parce que, à moins d'une grande news incontournable, voilà, c'est pas facile. Et puis, on est aussi confronté, on vient de le vivre, Philippe et moi, la semaine dernière, aux erreurs des médias. Et là, ça fait deux fois en 2 semaines que je me tape des gestions de crise pour récupérer des conneries qui sont écrites dans les médias. Et par exemple, pour donner le cas concret dont on parle ici, on travaille pour le Steigenberger Will Church qui a obtenu 5 étoiles supérieures, qui est une nouvelle catégorie finalement. Il n'y a que 2 hôtels à Bruxelles, l'Amigo et eux. Et on a fait un communiqué de presse qu'on a envoyé vendredi. Et puis Belga, dont on parlait au début, a fait la grosse connerie de faire une erreur dans sa dépêche. Et donc la dépêche ayant fait plein de petits, il a fallu aller récupérer média par média le fait qu'il y avait un chiffre qui était erroné. En soi, il n'y a pas mort d'homme. On avait supprimé 100 chambres à l'hôtel, sauf que ça faisait que l'Amigo avait plus de chambres qu'eux alors qu'ils en ont 90 de plus. Donc ça ne plaisait pas à la direction, ça ne plaisait pas au groupe. Donc ça a fait évidemment, ça a fait des étincelles de leur côté. Voilà, on est là aussi pour récupérer ce genre de choses. Et quand on connaît le rédacteur chef de Belga, on peut lui demander de faire une correction. Quand on connaît les rédacteurs chefs des médias, c'est plus facile de leur envoyer un petit mail pour demander de corriger. On n'a pas obtenu 100% de correction, mais on est à 75-80% des articles qui ont quand même été corrigés par la suite. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Il a beaucoup changé, vraiment. Moi, je le vois en 25 ans. Il s'est vraiment complexifié avec le temps, mais il est devenu encore plus passionnant et créatif parce qu'aujourd'hui, il faut sortir du lot. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens. Les journalistes vont chercher sur le web, comme vous et moi, vont chercher les infos là-bas, etc. Il faut vraiment réussir à être pertinent, à toucher les bonnes personnes avec les bons messages et au bon moment. Et donc, c'est un challenge continu. Et c'est là qu'une agence de relations publiques peut aider. Et il ne faut pas avoir peur de contacter une agence, que ce soit nous ou d'autres collègues. On travaille pour des très grands budgets. On a des clients qui ont des millions d'euros. C'est étonnant de le dire, mais pour des budgets de marketing et de communication. On travaille aussi pour beaucoup de PME, pour des startups, pour
avec Philippe, on a travaillé beaucoup pour des restaurants qui ont à peine quelques centaines d'euros de budget par mois pour essayer d'être visibles dans les médias. On a à côté de ça des sociétés qui peuvent payer plusieurs milliers d'euros et où, évidemment, mais on adapte clairement les budgets en fonction, les actions et les budgets en fonction de la taille des sociétés. Il y a une grande société du Bel-20, on ne va pas forcément travailler sur la même base de tarifs horaires qu'avec une PME ou une start-up qui se lance. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, un briefing et une prise de contact, ça ne coûte rien et ça ne crée en tout cas aucune obligation dans votre chef non plus. Mais faites attention au contenu que vous diffusez et pour votre crédibilité, n'hésitez pas à faire appel à un copywriter, que ce soit Philippe ou quelqu'un d'autre, mais pour avoir un bon contenu, parce que ça vous donnera déjà plus de chances d'être relayé, d'être visible dans les médias. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il existe pas mal de médias qui font des copier-coller tout simple. Donc, quand le communiqué ressemble de près à ce qu'un article pourrait être, c'est assez facile pour le journaliste de faire des copier-coller. J'en use et j'en abuse avec certains de mes contacts dans certains médias pour le plus grand bonheur des clients parce que effectivement, les communiqués sont bien rédigés et parfois, je me retrouve dans des missions où on fait l'économie du copywriting parce que dans le cadre du budget, la société nous fournit elle-même le communiqué de presse et je me suis déjà retrouvé avec des communiqués que je ne parvenais pas justement à placer. Voilà. Donc, parce qu'il n'est pas bien rédigé, parce qu'il faut le retravailler complètement pour pouvoir en faire un article. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer rapidement, parce que c'est court finalement, 3/4 d'heure, 1 heure, pour vous parler de notre métier passionnant. Voilà. Pas si facile au final à comprendre. Moi, je pense que mon papa, ça fait 25 ans que je fais ce métier, il n'a toujours pas compris ce que je faisais dans la vie. Mais bon. Je te rédigerai un communiqué pour lui expliquer si tu veux. Voilà. Voilà, donc on avait effectivement 1 heure pour vous parler. Maintenant, on a la chance d'être en petit groupe, donc ça permet d'interagir facilement aussi. Donc,